Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette édition qui retrace les grands titres qui ont marqué l'actualité environnementale cette semaine. Au sommaire, certains pays de la côte ouest africaine ont subi de grandes pluies. Au Togo comme en Côte d'Ivoire, elle a causé d'énormes dégâts humains et matériels. L'on déplore malheureusement une trentaine de morts au sein de la population ivoirienne. De fortes vagues de chaleur sont observées un peu partout sur la planète. Au Niger, en Égypte, en Afrique, comme en Suisse, en Europe centrale, les populations souffrent du niveau de température qu'affiche le thermomètre. Les détails dans cette édition. Et puis l'Agence nationale de volontariat au Togo, qui accompagne les communes dans la protection de l'environnement, a lancé une opération de curage des caniveaux dans la préfecture du Zio. Un zoom sur cette opération en fin d'édition. C'est tout pour le sommaire, à présent le développement. Lomé, la capitale du Togo, a connu une grande pluie le mercredi dernier. Après 4 heures de temps, ces intempéries ont provoqué plusieurs dégâts. Certains citoyens n'ont plus de toit et d'autres déplorent les matériels endommagés. Découvrons ensemble cela dans ce reportage signé Alexandra Adekambi et Mika Gatche. Après la pluie vient le beau temps, dit-on souvent. Mais la population de Lomé s'abstiendra de faire usage de cet adage, car elle vit un calvaire indescriptible à chaque tombée de pluie. Celle de ce mercredi matin qui s'est abattue sur le Grand Lomé pendant plus de 4 heures a encore engendré des situations de détresse dans les ménages et sur les voies de circulation. Des retenues d'eaux et lagunes débordées, des quartiers inondés. Ici, nous sommes à Totivik-Blinkome. Le constat est amer. Ce matin, on s'est réveillé avec une pluie, je peux dire diluvienne, et après quelques minutes, nous avons constaté que les murs mitoyens ont cédé et ça a permis que l'eau, de tout le périphérique, du quartier est rentrée dans notre maison. Et donc tout est inondé. L'eau de la rue, tout ça là, est rentrée dans nos chambres, tout ça là. Voilà les dégâts, tous les papiers. Là où il y a le mur a cédé, les enfants ont perdu leurs documents, tout ça là. Et voilà à peu près ce qui s'est passé ce matin. Et s'il pleut encore cette nuit, je crois que tout le monde sera dehors. Et on deviendrait des sans-abri, etc. Donc, pour le moment, nous prions que l'eau ne puisse pas, la pluie ne puisse pas tomber de nouveau pour qu'on puisse un peu rester. La pluie d'aujourd'hui nous a causé assez de dégâts. C'est parce qu'un mur s'est effondré derrière notre maison, ce qui a favorisé l'eau de rentrer massivement, alors qu'avant on ne subissait pas de telles inondations. Si on veut déplorer les dégâts, on ne va pas finir aujourd'hui. Nous avons perdu beaucoup de choses, nous ne savons même pas où dormir dans les 72 heures à venir. On a sauvé ce qu'on peut et les autres sont restés. Ces victimes lancent un appel aux autorités. Nous avons constaté avec beaucoup d'amertume ces dégâts et nous lançons un appel solennel pour les autorités de la ville ou bien de la commune pour qu'ils puissent nous assister à voir les dégâts, surtout les documents des enfants, tout ça là, pour qu'ils puissent assister les gens qui sont dans les détresses, je peux dire. Voilà ce que nous leur demandons, d'aide, d'assistance à tous ceux qui, dans les alentours, ont eu de ces dégâts-là. Nous lançons un appel aux autorités, surtout au maire de notre commune, le maire Aboka, de nous aider dans cette situation. Parce que trop c'est trop. Ça fait plus de 13 ans que nous subissons des inondations dans ce quartier. D'après une note du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, plusieurs localités sont inondées et des bassins et dépressions sont dans une situation critique. Le ministère a pris des dispositions pour éviter d'autres dégâts, à savoir le déclenchement du système de pompage et d'évacuation d'eau, la ronde des équipes d'alerte, la coordination avec les mairies et la mise en alerte des acteurs.
Le Togo n'est pas le seul pays à subir les conséquences de la pluie au cours de cette semaine. En Côte d'Ivoire, les précipitations de ces derniers jours ont provoqué la mort de 30 personnes, dont 22 personnes à Abidjan. Les autorités ivoiriennes promettent de mettre en place des mesures pour éviter cette catastrophe à l'avenir. Suivons ce commentaire d'Irène Papadina pour plus de précision. Au moins 30 personnes sont mortes, dont 22 à Abidjan, suite aux pluies diluviennes qui s'abattent sur la Côte d'Ivoire depuis le mois d'avril. Le bilan a été communiqué le mercredi par le porte-parole du gouvernement ivoirien. Outre le lourd bilan humain, le pays déplore aussi des dégâts matériels importants. Alors que les constructions précaires dans les zones inondables sont légion à Abidjan, la métropole de 6 millions d'habitants est en pleine croissance. Les autorités ivoiriennes promettent de renforcer le prépositionnement des secours dans les zones à risque et de poursuivre la destruction des logements informels dans ces zones. Les mois de juin et de juillet sont au cœur de la saison des pluies dans ce pays. 300 mm de précipitations ont été enregistrées en moyenne sur le seul mois de juin. L'année dernière, 19 personnes avaient perdu la vie lors de plusieurs épisodes de fortes précipitations. De la pluie à la neige maintenant, Johannesburg, la capitale de l'Afrique du Sud, connaît une première neige depuis 2012. Ce phénomène météorologique rare en Afrique du Sud se produit pour la première fois depuis plus d'une décennie. La population se réjouit, mais les autorités alertent sur les températures glaciales et invitent la population à la prudence. Suivons ce commentaire pour plus de précision. Johannesburg, la capitale économique de l'Afrique du Sud, s'est réveillée sous la neige lundi matin. Des chutes de neige ont surpris les habitants de la ville située à plus de 1700 mètres d'altitude et des régions environnantes. Ce phénomène météorologique n'est pas nouveau dans ce pays, mais il se produit pour la première fois depuis 12 ans. Une situation dont se réjouissent les citoyens. Cela fait si longtemps, je me sens si heureuse et j'espère qu'il fera plus chaud après cela. Une journée incroyable en Afrique du Sud, c'est un plaisir de voir la neige à nouveau, même si nous sommes frigorifiés. La mer s'agite avec des vents violents qui pourraient entraîner des conditions difficiles pour les petits bateaux aux abords de la côte sud-africaine. Les autorités du pays préviennent d'une possible fermeture des routes et un risque de baisse de température. Les jeunes enfants qui voient la neige pour la première fois n'hésitent pas à faire des boules de neige en s'amusant. Néanmoins, le Centre sud-africain de la météorologie émet une alerte signalant les températures glaciales à venir et invite la population à la prudence. Et pendant ce temps, la ville d'Agadez au Niger subit de fortes vagues de chaleur. Les températures vont jusqu'à 40 degrés Celsius ces derniers jours. Ce phénomène a des effets néfastes sur la santé humaine et sur celle des animaux. Irène Papadina dans ce commentaire pour plus de précision. Agadez, la plus importante ville du nord du Niger, est en proie aux températures extrêmes. Le thermomètre affiche jusqu'à 47 degrés Celsius ces derniers jours. Cette chaleur torride a un impact sur les personnes âgées et les enfants. Je ressens une très forte chaleur. J'implore Dieu de nous protéger. La chaleur de cette année a fait souffrir tous les habitants d'Agadez. En plus de la chaleur, il y a des coupures d'électricité. La chaleur de cette année est terrible. Le bétail aussi n'est pas épargné par cette vague de chaleur. La déshydratation et le stress thermique entraînent une baisse de l'état de santé général des animaux ainsi que de leur productivité. Les éleveurs sont obligés de vendre leurs vaches à cause des températures extrêmes. La biodiversité dans son ensemble paie les frais de cette chaleur. Les autorités nigériennes peinent à interpréter l'arrivée de ce phénomène. La zone d'Agadez, qui est une zone désertique, et la hausse de la température est vraiment exceptionnelle. On part jusqu'à 45 degrés de fois, et ce qui est insupportable pour la biodiversité de façon générale, c'est-à-dire les plantes et les animaux. La température moyenne de la Terre a atteint le jeudi dernier un nouveau record officieux. Cette température record de 47 degrés Celsius au Niger est considérée comme la plus chaude depuis 120 000 ans. En Afrique encore, les populations du Caire, la capitale de l'Égypte, sont confrontées à une forte vague de chaleur. Selon la revue Climate, la planète a atteint la température record de 17,8 degrés Celsius. Ce phénomène météorologique extrême est dû au réchauffement climatique. Retrouvons Irène Papadina dans ce commentaire.
La population du Caire n'a plus d'autre choix que d'aller se baigner pour se rafraîchir dans le Nil ou en se mettant à l'ombre dans les rues animées à cause des températures très élevées. La semaine dernière, l'Égypte a connu l'une de ses nombreuses vagues de chaleur avec des températures dépassant les 37 degrés Celsius d'après le service météorologique national égyptien. Au niveau mondial, la température moyenne de la Terre est restée le mercredi dernier au niveau du record officieux établi. Une dernière étape sombre d'une semaine marquée par une série d'extrêmes températures liées au changement climatique. Selon le Climate Reanalyzer de l'Université du Maine aux États-Unis, la température moyenne de la planète était de 17,18 degrés Celsius. Ce chiffre correspond à un record établi mardi et fait suite à un précédent record de 17,01 degrés Celsius établi le lundi dernier. Les scientifiques préviennent depuis des mois que l'année 2023 pourrait être marquée par une chaleur record en raison du réchauffement de l'atmosphère dû au changement climatique. Ces dérèglements sont notamment provoqués par les hommes et par la combustion des fossiles tels que le charbon, le gaz naturel et le pétrole. Parlons toujours de vagues de chaleur et en Europe cette fois-ci. La Suisse, le petit pays alpin d'Europe centrale, est également confrontée à de fortes vagues de chaleur. Elle a connu cette semaine l'un des étés les plus chauds de son histoire. Les niveaux d'eau s'affaissent dans les cours d'eau et les glaciers ne cessent de fondre. Des victimes ont été recensées par le passé et les dirigeants préviennent sur les risques à venir. Les précisions dans ce commentaire. Les vagues de chaleur qui souffrent sur la planète n'épargnent aucun continent. L'Europe est particulièrement touchée et la Suisse également. Le petit pays alpin vit actuellement l'un des étés les plus chauds de son histoire. Depuis le début des mesures en 1864, la Suisse a vécu déjà en 2022 son année la plus chaude et la plus ensoleillée selon le gouvernement. La Confédération traverse à nouveau depuis quelques jours une période de grosse chaleur. Les températures oscillent entre 30 et 38 degrés Celsius. La plus longue canicule a été enregistrée dans la ville de Lugano, au sud du pays, où le mercure a dépassé la barre des 30 degrés pendant 14 jours d'affilée. Les fortes chaleurs ont provoqué une chute de niveau d'eau par manque de neige et de pluie. L'Organisation météorologique mondiale avait indiqué que les glaciers suisses n'ont jamais perdu autant de leur volume que l'année dernière. 3 km3 de glace ont fondu, soit 6% de la surface glaciale du territoire. Les lacs du sud du pays de l'Europe centrale se sont situés à des niveaux historiquement bas les 8 premiers mois de l'année précédente. L'Office fédéral de l'environnement a dressé un état des lieux de l'année dernière, marqué par de nombreux records aux conséquences néfastes pour les humains et la nature. Les écosystèmes aquatiques ont aussi souffert de cette situation. Les températures marines de 25 degrés Celsius ont été relevées dans les eaux suisses, ce qui se traduit par des taux d'oxygène insuffisants pour les poissons. Les températures élevées ont provoqué une augmentation des décès de 474 personnes par la chaleur. Rappelons que l'année 2003 est la plus chaude et la plus caniculaire de l'histoire de la Suisse. Les fortes vagues de chaleur actuellement ressenties sont l'une des conséquences du changement climatique, en partie causée par l'action humaine. Et de l'autre côté de la frontière suisse, l'engagement de la France en matière d'énergie renouvelable se concrétise un peu plus sur le terrain. Un parc éolien marin au large de Saint-Brieuc, à l'ouest de l'Hexagone, a commencé à fonctionner avec l'émission de l'énergie propre. Les dirigeants ambitionnent d'assurer l'autonomie énergétique de l'Hexagone d'ici 2050 grâce aux énergies renouvelables et de contribuer ainsi à la lutte contre le changement climatique. Suivons ce commentaire pour les détails. Un parc éolien implanté en mer au large de Saint-Brieuc à l'ouest de la France produit désormais de l'électricité. Après un très long travail chahuté par des vives contestations des pêcheurs et opposants, ce parc éolien marin a commencé à produire ses premiers électrons. Le géant espagnol des énergies renouvelables Iberdrola, qui est en charge de ce parc, a mis en service 16 éoliennes sur 62 prévues au départ. Le reste sera mis en service complètement d'ici la fin de l'année 2023. Avec une puissance de près de 500 MW, l'ensemble des éoliennes produira à terme 9% de la consommation électrique bretonne. Cela équivaut environ à 1820 gigawatts par an, soit la consommation annuelle de plus de 835 000 habitants. Actuellement, le parc éolien au large des côtes de Saint-Nazaire dans la Loire-Atlantique, toujours à l'ouest de l'Hexagone, est le seul qui fonctionne depuis 2022. Tous ces efforts sont autant plus importants
vu que cette région ne produit que 15% de l'énergie qu'elle consomme. Cela démontre l'engagement de la France dans la promotion et le développement des énergies renouvelables et ainsi contre le changement climatique. Les dirigeants du pays comptent à ce stade 8 gigawatts de parcs offshore. L'objectif est d'atteindre 60 gigawatts, soit 50 parcs d'ici 2050 pour répondre aux besoins du pays. En Australie, les chats errants constituent un facteur de déséquilibre de l'écosystème. Face à cette situation, les autorités prévoient utiliser des robots tueurs pour réduire la population des chats sauvages qui nuisent à sa faune. Rafiatou Mbereko pour plus de précisions. La présence des chats sauvages en Australie constitue une menace pour les écosystèmes. Pour lutter contre ce phénomène, les autorités de l'État d'Australie occidentale ont pris des mesures le mois dernier pour réduire la population des chats afin de sauver la faune. Pour ce faire, un projet d'une valeur de 7,6 millions de dollars australiens a été lancé par l'Australie occidentale. Ce projet implique le déploiement des robots tueurs conçus par l'entreprise locale Tilation. Ces robots fonctionnent à l'énergie solaire et sont équipés de caméras et de lasers capables de détecter les chats sauvages et les différencier d'autres espèces animales. Depuis le XVIIIe siècle, plusieurs animaux sont importés par les colons européens en Australie, parmi lesquels le lapin, le chat et le renard. Après leur arrivée sur l'île, les chats se sont rapidement multipliés en grand nombre. Cette profusion de ces chats ont impacté négativement les espèces indigènes et a exterminé progressivement la faune endémique. Selon une étude publiée dans la revue Diversity Contribution en mars 2022, le chat et le renard tuent chaque année plus de 2,6 milliards d'oiseaux, de reptiles et de petits mammifères. Le chat sauvage à lui seul anéantit 27 espèces animales indigènes et met actuellement en danger 120 autres espèces. Aux États-Unis, une nouvelle catégorie de chèvres est utilisée pour détruire les herbes. Il s'agit des biquettes. Ces herbivores se chargent des mauvaises herbes qui empêchent la croissance des arbres dans l'État du Texas. C'est une nouvelle tendance écologique que nous explique Rafiatou Mbereko. Venir à bout des mauvaises herbes dans le parc municipal de Breckenridge à San Antonio, au Texas. C'est la tâche exécutée par des chèvres connues sous le nom de biquettes. Elles savent exactement quelles plantes elles doivent détruire dans ce parc. Sans tronçonneuse ni herbicide, mais armées d'un solide à petit, ces chèvres sont utilisées pour détruire tout ce qui empêche la croissance des arbres. C'est une méthode alliant efficacité et écologie. Les biquettes font partie de 150 individus qui débroussaillent une zone de 2,6 hectares. Selon les experts, cette technique est plus verte que les machines. Dressées plusieurs mois dès leur naissance, les chèvres savent ce qu'elles doivent brouter. Elles sont habituées aux aliments naturels et non au fourrage. Elles apprennent à rester en groupe et à respecter la clôture de protection légèrement électrifiée destinée à éloigner les prédateurs. Ces chèvres utilisées au Texas auront droit à une retraite bien méritée quand elles atteindront l'âge de 11 ans. Revenons au Togo pour clore cette édition. À Kovié, dans la commune du Zio 2, des volontaires de l'Agence nationale de volontariat au Togo ANVT ont procédé à une opération de curage des caniveaux. Cette opération permettra d'assainir le milieu et d'éviter ainsi les inondations. Alexandra Adikambi et Mika Gatché. Assainir les communes et les rendre propres, c'est l'une des missions que s'est donnée l'Agence nationale du volontariat du Togo, ANVT. Ici à Kovié, les agents de l'ANVT sont en pleine activité de curage des caniveaux. Ceci pour faciliter l'évacuation des eaux pluvieuses et préserver la santé de la population. C'est l'ANVT qui a mis cette association pour aider les communes pour leur développement. Et aujourd'hui, nous sommes pour le curage des caniveaux. Comme les caniveaux sont bouchés, l'eau déborde et ça gâte les routes. Malgré les efforts fournis, la population tarde à s'intégrer à l'initiative. La majorité reste réticente envers les agents sur le terrain, ce qui rend le travail difficile pour ces derniers. Nous sommes engagés par l'ANVT. Nous travaillons en structure avec la mairie. Nous arrangeons les routes. Nous faisons les curages, les dos d'âne, nous entretenons la commune.
Les gens ne prennent pas soin de là où on travaille. Bon, juste après d'avoir travaillé, ils n'arrivent pas à prendre soin de là où nous on a fait des efforts à faire. Donc nous sommes obligés de revenir. Supposons ici, ils ont mis beaucoup de choses qu'on n'a pas pu, on n'arrive même pas à dégager. Donc nous sommes obligés de faire avec. Et aussi, bon, des fois on n'a pas de l'eau à boire, tout ça là, nous souffrons. Voilà, nous aimerions que vous allez nous aider à mieux les sensibiliser. Tout ça là pour que si la commune est propre, c'est pour nous tous. Nous sommes pour l'hygiène. C'est nous qui faisons l'hygiène pour notre environnement. Parce que nous enfants tombent malades parfois, toujours, parce qu'il y a des saletés partout. Les gens mettent les choses dans les dépotoirs, ils ne ramassent pas. Et nous-mêmes, on s'est engagés pour faire ça à la volonté. Tout ce que nous on veut suppléer pour la population, de nous aider. On fait ça, les hommes ne veulent pas sortir pour s'inscrire pour ça, parce qu'il n'y a pas de salaire comme ça. Et on supplie la population de nous aider à propos de ça. Sinon, nous, on veut travailler pour notre commune, mais c'est ce qu'on va prendre pour travailler, c'est ça qu'il n'y a pas. Sur la route, la population ne nous laisse pas en paix. Les autres voient qu'on fait du bien, les autres, ça ne les plaît pas. Les autres aussi disent que ce qu'on fait là, c'est qu'il fallait qu'on va mener les voitures ou bien quoi pour travailler. Mais nous, on ne les écoute pas. On continue notre travail parce qu'on s'est engagé pour ça. Vu l'importance de protéger l'environnement, la participation de tous est nécessaire afin d'avoir un cadre de vie sain et de freiner les effets néfastes liés au dérèglement climatique. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur Green TV International, la chaîne de l'environnement.